il y a plus un boulon qui tient debout. Vraiment, ce gouvernement ne maîtrise absolument plus rien dans aucun domaine. Que cela soit l'économique, le social, la sécurité, l'environnement, il y a plus rien n'est maîtrisé dans ce pays, et en particulier la sécurité des Français, pour laquelle on nous affirme depuis longtemps, depuis des décennies, qu'il ne s'agit que d'un sentiment d'insécurité. On est dans le déni même de la réalité, et quand la réalité finit par arriver sur le bureau du ministre de l'Intérieur, qui, j'en suis sûr, est connu par lui dans les moindres détails, eh bien, pour sauver l'apparence et pour sauver sans doute sa future campagne présidentielle, car il s'y voit déjà, lui aussi, à l'Élysée, il se sent obligé, et par nature, parce qu'on sent bien que c'est un tricheur et un menteur par nature, il est contraint, entre guillemets, d'essayer de masquer ou d'atténuer la réalité pour sauver les meubles, pour sauver ses meubles. Parce que, on le connaît, Gérald Darmanin, il est euh, orgueilleux, prétentieux, faisant la leçon. C'est un animal à sang-froid. Vous avez beau lui démontrer que sa politique est une catastrophe, que les chiffres cette année, comme les années précédentes, sont une catastrophe, eh bien, c'est un animal à sang-froid, il ne rougit pas et il n'hésite pas à affirmer le contraire de ce que la réalité est en train de démontrer. Donc, à tout prix, masquer cette réalité pour faire croire encore aux Français qu'il y a un État, faire croire encore aux Français qu'il y a un ministère de l'Intérieur, alors que tout part à volo et que la situation, notamment sur l'insécurité, craque de toutes parts. Les chiffres sont là. Que M. Dupond-Moretti, qui apporte, je dirais, sa contribution à l'anarchie généralisée, lorsqu'il déclare que la France n'est pas un coupe-gorge, lorsqu'il déclare il est le ministre des délinquants, il apporte lui aussi de l'eau au moulin à l'insécurité généralisée. Quand vous avez ce duo à la tête de ce qui devrait être la sécurité des Français, il n'est pas étonnant que la situation soit aussi catastrophique. Oui, les chiffres à Marseille, comme sur l'ensemble du territoire, démontrent que Gérald Darmanin, comme dirait Marcel Pagnol, n'est pas seulement bon en rien, il est mauvais en tout. La nuance est importante. Et à Marseille aussi, il manipule les chiffres. Xavier Refer, nous rappelait que lorsque des bandes rivales ou les membres de ces bandes s'entretuent, eh bien, c'est un signe que l'État ne remplit pas sa mission. Eh bien, à Marseille, Gérald Darmanin, par l'intermédiaire de la préfète de police, présente ce mauvais chiffre, pour un bon chiffre en tout cas, nous explique que s'il y a des règlements de compte à Marseille entre bandes, c'est le résultat de l'action de la police qui, jette le trouble, déstabilise l'équilibre des gangs, déstabilise le trafic, déséquilibre la situation, et donc cela entraîne ces règlements de compte. Il y a toujours cette manipulation de la situation et des chiffres, de la même manière que la préfète nous dit, mais les amendes forfaitaires qui sont infligées aux consommateurs de drogue, et on a raison de le faire, eh bien les Bouches-du-Rhône sont le premier département en termes de verbalisation, mais on oublie de dire que seulement 30% de ces amendes sont payées. Donc à Marseille, oui, écoutez, à Marseille, la situation a dégénéré, on est complètement hors de contrôle. Pendant longtemps, on a nié cette mainmise du trafic de drogue sur la ville, et pas simplement sur quelques points de deal ou quelques quartiers. C'est quasiment désormais des arrondissements entiers qui sont passés sous le contrôle de ces trafiquants. On entend aujourd'hui que l'on fait appel à du personnel entre guillemets féminin, de manière à ce que la police, leur travail soit beaucoup plus compliqué en termes de contrôle. Des sommes astronomiques sont gagnées par des gamins de
de 16, 14, 12 ans quelquefois. Donc voilà, ça a complètement dégénéré parce que l'on a nié le problème et parce que il n'y a plus aucun maillon de la chaîne de la sécurité qui tienne debout. Il n'y a plus le maillon de la famille, le maillon de l'école, celui de l'associatif qui est permissif, la police qui ne peut plus travailler dans de bonnes conditions, la justice qui soit est politisée, soit n'a pas les moyens. Et puis, un chiffre a été donné quand même par le ministre de l'Intérieur, celui de la délinquance étrangère, 54% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Et quand même, il ne compte pas les binationaux. Oui. Il ne compte pas les binationaux ou ceux d'origine étrangère. Redites, pardon, le chiffre de la délinquance étrangère. Vous pouvez le redonner ? Les expulsions nécessaires ne sont pas effectuées. Donc, il y a tous les maillons de la sécurité qui ont cédé. Et il faut donc tout reprendre à zéro. Oui. Stéphane Ravier, est-ce que vous pouvez juste redonner, parce que je n'ai pas bien entendu, le chiffre de la délinquance étrangère que vous citiez sur place ? 54% à Marseille, et le fait des étrangers. D'accord. Alors, chiffre du ministre de l'Intérieur. Une des questions fondamentales qui reste encore très tabou et pourtant qui concerne alors Marseille avant tout, puisque Marseille est une plateforme d'accueil des migrations finalement. C'est cette question migratoire. Oui, exactement. Bon gré, ouais. Nous avons une municipalité de gauche désormais qui est extrêmement militante en matière d'accueil des étrangers, y compris des clandestins. De façon symbolique via l'Ocean Viking, puisque l'association SOS Méditerranée, qui œuvre pour accueillir le monde entier, a son siège à Marseille même. Marseille n'est pas une île. Marseille fait encore partie du territoire national. En tout cas, je veux le croire. Et à Marseille, on doit appliquer le code pénal. Et je crois que Xavier Hofer l'a bien rappelé. Il y a dans ce code des articles qui devraient nous permettre de nous attaquer réellement à cette insécurité, à cette anarchie, à Marseille comme ailleurs. À Marseille, je l'ai dit, 54% de la délinquance est le fait d'étrangers. Eh bien, ces étrangers doivent être expulsés. Et effectivement, les places de prison seront libérées. Or, vous savez, j'ai visité il y a quelques semaines le centre de rétention de Marseille dans le 14e arrondissement. Il y avait là 75 individus qui étaient en attente d'être expulsés, qui nous coûtent quand même 700 € par jour. 700 € par jour par individu. Je vous laisse faire le calcul. Eh bien, le responsable de la police m'expliquait que pour ces individus, la dernière option pour ne pas être expulsé, c'était d'agresser le plus violemment possible un policier qui était sur site pour subir une plainte et une condamnation et être incarcéré en France. On préfère, chez les délinquants étrangers, être incarcéré en France plutôt que de retrouver son pays d'origine. Donc, il faut sécuriser jusqu'au bout le travail des policiers et se donner les moyens d'expulser ces clandestins. Plutôt que de construire des prisons, il faut construire des avions. Et organiser le retour de ces délinquants dans leur pays d'origine, ce que font tous les pays du monde, sauf la France, qui prend toujours en considération plutôt le bien-être du délinquant que celui de sa victime ou du pays qui l'a accueilli. Donc se donner les moyens d'expulser ces étrangers qui sont en grande partie, pour ne pas dire en majeure partie, responsables de l'insécurité dans notre pays. Le jeu, il faut rappeler les règles ou alors instaurer de nouvelles règles. Quand vous avez le Mali, par exemple, pour qui bon nombre de nos soldats sont morts, vous dites non, je ne veux pas reprendre mes délinquants, les clandestins. Eh bien, vous expliquez au Mali que si le gouvernement malien souhaite que bon nombre d'étudiants maliens viennent en France étudier, ou que les Maliens qui sont installés en France de façon régulière et qui travaillent, et qui envoient, qui pratiquent des transferts d'argent en direction de leur pays d'origine, eh bien, si vous expliquez au gouvernement malien qu'on va réduire de 50% le nombre d'étudiants accueillis, qu'on va réduire de 50% le transfert d'argent vers le Mali, eh bien, je suis certain que le gouvernement malien va revoir sa copie. Et c'est la même chose pour l'Algérie, qui est le plus mauvais élève de la classe. C'est la même chose pour tous les pays du monde. Il faut entreprendre une diplomatie, je dirais, un petit peu plus virile. Il faut un petit peu montrer ses muscles,
parce que l'on en a encore, mais l'on refuse de s'en servir. On prend simplement bonne note des caprices de ces pays. Moi, je crois que l'on doit leur imposer, et encore une fois, ce que font tous les pays du monde, on doit leur imposer d'une manière ou d'une autre, degré ou entre guillemets de force, grâce à la loi qui nous le permet. On doit leur imposer de reprendre leurs ressortissants délinquants. Il n'y a pas d'autre issue, parce que sinon les Français continueront à subir, et ils continuent actuellement à subir des actes de violence, et de plus en plus violents. Nous avons à Marseille, je dirais, un dernier arrivage, si je puis dire. Nous avons des individus issus du Nigeria. Alors la police vous explique que le Nigeria, eh bien, sa criminalité est organisée en mafia. C'est le seul pays d'Afrique subsaharienne dont la criminalité est organisée en mafia. Et ils exportent vraiment ces groupes mafieux, à tel point qu'en Italie, ils ont réussi à prendre des parts de marché à la mafia italienne. Et bien, à Marseille, nous avons donc cette nouvelle délinquance du Nigeria qui est extrêmement violente envers la population, envers leurs concurrents et envers la police. La police nous explique que vraiment les délinquants nigérians font preuve d'une violence à leur égard, que pour eux la police ça ne compte absolument pas. Eh bien, quels moyens vont nous donner à la police, et notamment des frontières, pour lutter contre cette nouvelle délinquance étrangère? Aucun. Donc, tant que nous n'aurons pas maîtrisé et résolu même le problème migratoire, la délinquance en France ne fera que progresser.